Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai dit tiens, j'ai 2 événements là qui viennent, dont le vôtre. Et j'ai dit, waouh, c'est quand même, je suis super contente quand même de vivre ces expériences. Et il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit, mais t'apprendras l'humilité, ma fille. C'est-à-dire qu'eux considèrent que le fait que vous veniez vous installer là et parler de votre vie, de votre parcours et de et de l'accompagnement que vous proposez, c'est faire preuve d'un manque d'humilité. J'en ai déduit, c'est ce qu'on m'a dit. Tu devrais faire preuve d'humilité, ma fille. Ça m'a blessée. Et puis après, j'ai dit, mais non, ça, c'est la petite fille en toi qui est blessée, qui attend encore de la reconnaissance. Voilà, fais un pas de côté, prends de la hauteur et vis les choses pour toi. Maintenant, il est temps. Chers amis, bienvenue. Nouvelle rencontre avec mon invitée installée sur les canapés. Elle s'appelle Géraldine Le Jujardon. Elle est venue tout droit de Troyes. Hey, magnifique. Bonjour Géraldine. Bonjour Marc. Oh, c'est une petite ville qui me tient à cœur. Donc voilà. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir permis de vivre cette belle expérience. C'est ce que nous allons voir au travers de votre expertise, au travers aussi évidemment de ce que vous représentez, des événements que vous proposez aussi, parce qu'il y a beaucoup des formations, bien sûr. Est-ce que le maître mot de votre approche, c'est l'hypnose d'abord ? Alors oui, on pourrait dire que c'est le fil conducteur, mais pas que. Pas que, on est vraiment sur d'autres domaines. La PNL, la programmation neurolinguistique, tout ce qui est traumatisme, le deuil, et puis un petit peu la conscience invisible aussi. On mélange un petit peu tout ça. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette dimension, de cet univers-là ? Alors c'est parti de mon histoire de vie en fait, parce que j'ai eu une vie à la base traumatique. Et à un moment donné, à force de les avoir enchaînés comme des perles après un collier, à un moment donné, on m'a étiqueté fibromyalgique. Et j'avais mes 2 enfants donc en bas âge. Et puis à 30 ans, je me souviens d'un moment où je ne pouvais même plus tourner mon fouet dans ma casserole pour faire une sauce, tellement j'étais douloureuse de partout. Il y a des moments où je ne pouvais plus marcher. Et un jour... Voilà, comme j'étais vraiment en difficulté avec mon corps, ma belle-mère, elle venait me donner un petit coup de main pour faire le ménage à la maison. Puis des fois, s'occuper un peu des enfants. Et un jour, je vois ma belle-mère commencer à changer en fait ma décoration. Prendre une plante, la mettre là, prendre un cadre, le mettre. Et là, je me suis dit, Géraldine, réveille-toi, tu vas pas rester handicapée toute ta vie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à rentrer dans un circuit de thérapie. Et c'est une copine qui m'a dit un jour, tiens, moi, je connais une fille super à Troyes qui fait de l'hypnose, tu devrais peut-être y aller parce que je voulais pas prendre d'antidépresseurs ni de produits chimiques. C'est ce qu'on vous préconisait ? Oui. Et du coup, j'ai commencé donc mon chemin de transformation par l'hypnose. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi cet outil merveilleux qu'est l'hypnose ? Et puis, j'ai vu que plus je libérais en fait mon histoire de vie, moins j'étais douloureuse. Alors je ne dis pas que c'est il y a que ça qui a fait que je suis sortie de la fibromyalgie et de cette histoire de vie difficile, mais en tous les cas ça a été un détonateur extraordinaire pour moi. Ça m'a ouvert une porte incroyable, puisqu'après une fois que j'ai bien engagé un travail sur moi, donc j'ai utilisé à la fois l'hypnose, après je suis allée voir toutes les thérapies possibles et imaginables, la psychothérapie. Après je suis allée sur de l'énergétique, du chamanisme. J'avais vraiment l'idée de me débarrasser un petit peu, de me libérer de toutes ces empreintes traumatiques. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'hypnose tout en conservant donc mon travail à l'hôpital.
Et puis après, je suis rentrée, j'ai gravi un petit peu les échelons dans les formations en hypnose. Je me suis formée en PNL et puis en différentes autres techniques. Et puis à un moment donné, je me suis lancée. J'ai fait une reconversion professionnelle. ABC Talk vient de me lancer un défi. Peut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? On va voir tout ça, mais là, vous êtes resté 28 ans dans la fonction publique. C'est ça. Fonction publique hospitalière, en psychiatrie. Ouais. En plus en psychiatrie. Oui, mais c'est passionnant, moi j'adore. J'adore la psychiatrie, j'adore comprendre comment l'humain fonctionne. Ça a été des années passionnantes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que depuis que vous êtes en tout cas dans cette dimension spirituelle, d'accompagnement, en psychiatrie, il y a des gens qu'on considère comme malades, alors que ce sont peut-être des gens qui ont une dimension spirituelle que l'on ne comprend pas et qu'on n'a pas encore analysée ou approfondie? Alors, pour moi, effectivement, il y a vraiment des gens qui ont des pathologies psychiatriques lourdes, avérées, incontestablement. Voilà, bien documentées. Et après, c'est vrai qu'il y a des moments, je me suis posé la question de savoir s'il n'y a pas des gens qui étaient bien éveillés, qui avaient des perceptions autres, et qu'on prenait pour malade mental alors qu'ils avaient une vision multidimensionnelle en fait de la vie, quoi. C'est vrai qu'à plusieurs moments, je me suis posé la question. Et on s'interroge là-dessus, souvent. Oui. Et alors peut-être qu'effectivement, on cheminera et peut-être qu'un jour, on ira plus loin. Mais on n'a jamais, pas testé, mais dans ces services hospitaliers en psychiatrie, été plus loin dans l'investigation? Alors, pas à ma connaissance. Après, moi, je sais qu'à travers tout mon parcours de formation, parce que je pourrais vous l'évoquer tout à l'heure, à un moment donné, donc j'ai basculé d'une fonction à une autre et j'ai commencé à prendre en charge en fait des patients avec mes nouveaux outils. Et c'est vrai qu'il y a des transformations qui se sont opérées. Et alors qu'on me disait tout le temps, il y avait une partie de l'équipe soignante qui me disait « Mais non, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça avec ce monsieur-là ou cette dame-là? Ça sert à rien, il est dans son monde. » Et bizarrement, après les séances, pendant plusieurs jours, il y avait quand même une amélioration du sommeil. Il y avait la personne était beaucoup plus calme, moins agitée. Il y avait quand même des changements qui étaient là, quoi. Et votre approche, elle passait par l'hypnose spécifiquement? Alors, c'était de la psychothérapie à médiation corporelle, en fait. J'ai fait un diplôme universitaire de psychothérapie à médiation corporelle à la faculté de médecine de Limoges, donc j'ai appris tout un tas d'outils. Mais comme j'étais déjà formée à l'hypnose, en fait, moi, je mêlais en fait l'hypnose dans ces approches-là. Et je me souviens en fait d'un monsieur qui était Alzheimer en stade 2. On me disait, mais ça sert à rien, là, c'est peine perdue. Et je dis, écoute, laisse-moi faire. J'ai quand même envie d'aller de faire une séance avec ce monsieur-là. Ah oui. Et je regarde dans son dossier de soins et je vois que le monsieur, il était viticulteur. Et donc, du coup, je me suis dit, toute ma séance, je vais l'amener à revivre une vendange. Et ça me provoque toujours de l'émotion, de raconter cette histoire, parce que ce petit monsieur, enfin petit, c'est pas péjoratif, c'est affectif. Quand je lui dis, et vous pouvez ressentir maintenant le contact du sécateur dans votre main, ce monsieur qui était vraiment dans son monde, on le voyait au niveau de son regard qu'il n'était pas là, je l'ai vu revenir une seconde à la vie.
Et vraiment, j'ai eu de l'émotion. Et après, ça y est, il était reparti dans son monde. Et quand j'ai fini la séance et que l'infirmière me dit « Bah alors, tu vois, je t'avais dit que ça servait à rien. » Je lui dis « Écoute, tu sais, Céline, pour 1 seconde de vie, ça valait le coup de faire la séance. » Et ben moi, je suis satisfaite pour 1 seconde de vie. Et ce monsieur-là, pendant les 2 nuits qu'on suivit, il n'a pas été agité. Il a été calme et dans la journée, il n'a pas été signalé. Alors que tous les jours d'avant, il était signalé comme agressif, agité. Donc je dis, tu vois, rien que pour ces petits moments-là, bah, ça vaut le coup quand même de tenter quelque chose d'autre. Et ça vaut le coup aussi peut-être de se dire, est-ce que dans la durée, on n'aurait pas dû réitérer l'expérience? Alors, je l'ai pris plusieurs fois après, ce monsieur-là. Et ce qui était bien, c'est que après, il y a d'autres services qui m'ont appelé pour que je puisse aller faire des séances dans différents services. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Au début, on m'a vraiment fermé les portes. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui a cru en ce que je faisais, qui m'a donné l'autorisation sur prescription médicale de pouvoir faire ça. Donc, il a pris des risques aussi parce que voilà, c'était vraiment nouveau à l'hôpital. Et puis, en fait, après, juste avant que moi je quitte l'hôpital, bah, j'allais comme ça dans les services de temps en temps pour faire des séances. C'était chouette. On sait combien le fait de diagnostiquer la fibromyalgie, c'est compliqué. Oui. Et c'est souvent, on passe par des phases avant de dire véritablement, vous êtes... fibromyalgique. J'ai toujours du mal à dire ce mot. C'est pas si simple. Est-ce que c'est l'hypnose qui vous a sauvé? Ça veut dire que ça vous a complètement... Je peux pas dire sauvé, parce que je voudrais surtout pas que les gens pensent que... C'est pas une baguette magique de toute façon, et on ne se substitue jamais à un avis médical. Jamais. On est bien d'accord. Jamais. Moi, j'allais voir quand même un médecin qui m'accompagnait. On m'avait donné du Laroxyl aussi à l'époque pour m'accompagner. Mais moi, je voulais pas m'enfermer là-dedans. C'est quand je suis arrivée un jour aux urgences et qu'on m'a dit « celle-là, c'est une fibromyalgique », j'ai tellement été vexée et puis meurtrie à l'intérieur qu'on me mette une étiquette comme ça que je me suis dit « mais tu peux pas, bats-toi, sors de là, quoi ». Et je peux pas vendre du rêve aux gens en leur disant « parce que vous allez traiter vos traumas, vous allez vous en sortir ». Moi, je sais que j'ai libéré tout ce qui me polluait à l'intérieur et aujourd'hui, je fais de la randonnée en haute montagne. Mon corps n'est plus une entrave. Donc, alors je continue de travailler sur moi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après les séances d'hypnose? Clairement. Alors, pas que l'hypnose. L'hypnose, la psychothérapie l'énergétique, les magnétiseurs, l'acupuncture, enfin... Tout ce que j'ai pu avoir comme méthode pour me sortir de là, je l'ai prise. Et donc, c'est réglé? J'ai plus de douleur. Et ça, je fais de la randonnée en haute montagne. Et ça, en combien de temps? Ça a duré plus de 10 ans. Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'ai engagé un très, très gros travail sur moi. J'ai vraiment beaucoup bossé. J'ai fait énormément aussi de séances d'auto-hypnose. Parce qu'en fait... j'avais appris pendant mes formations en hypnose, en fait, qu'il y avait un rail douloureux qui s'était inscrit à l'intérieur de moi. Et si on ne change pas ce rail douloureux, en fait, il continue de se creuser, ce rail. Ça veut dire aller à la rencontre de ces traumas, c'est ça? Alors, c'était plutôt changer le message douloureux que mon corps envoyait. C'est mon cerveau, il était habitué, en fait, d'envoyer un signal douloureux. Mais j'avais appris en hypnose qu'on pouvait changer en fait l'information. Donc du coup, tous les jours, je me mettais en auto-hypnose le matin et le soir. Et à chaque fois que je sentais qu'on vous remettait sur la douleur? Ouais, que mon cerveau il me remettait sur un rail douloureux. Moi, derrière, je repartais dans un souvenir agréable et dans un moment... avant d'avoir les douleurs dans le corps, en fait. Pour dire à mon corps, à chaque fois que tu vas sur la douleur, non, moi je te demande d'aller sur quelque chose de confortable. Et à force de répéter comme ça tous les jours, le matin et le soir, je faisais ça le matin au réveil et le soir avant de m'endormir, à un moment donné, j'ai senti que la douleur était moins présente, moins longtemps, moins forte. Et après, ça a commencé à s'espacer de plus en plus.
je suis restée pendant plusieurs années avec un fond douloureux. Et à un moment donné, je me suis dit, tu vas le garder, ce fond douloureux, parce que ça va être ton système d'alarme pour te dire que plus jamais tu vas dans le rouge. Maintenant, tu vas te respecter, plus jamais on te fera du mal. Oh. Et donc, à un moment donné, j'ai gardé pendant plusieurs années ce petit fond de douleur. Et puis après, avec mon évolution haute, je me suis dit, non, tu n'en as plus besoin maintenant de tout ça. Maintenant, tu sais que tu te respectes, tu sais mettre d'autres systèmes d'alarme en place pour te faire respecter et te respecter. Donc ça veut dire qu'avec le protocole d'hypnose et d'auto-hypnose, vous avez mis des automatismes ? Ouais, j'ai fait des conditionnements en fait. Des conditionnements ? Ouais, de mon corps. Et puis après, j'ai libéré toutes les alarmes qui étaient encore activées à l'intérieur de moi par rapport à mes traumatismes. Je suis allée en psychothérapie pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de mon histoire. En fait, j'ai pris la pelote de laine, j'ai tiré tous les fils pour remettre un petit peu chaque personne à sa place, chaque événement à sa place, comprendre qu'est-ce qui s'est joué pour moi, pourquoi j'avais à vivre ces situations-là. Je suis allée travailler aussi en énergétique pour aller libérer un petit peu tous les schémas transgénérationnels, parce qu'en fait, du côté maternel, voilà, on voit bien quand j'ai fait mes formations en systémie, en fait, on étudie un petit peu l'arbre généalogique. Et donc, du coup, j'ai bien vu aussi qu'à travers mes études, il y avait tout un schéma répétitif traumatique. Et donc, du coup, j'ai voulu aller travailler aussi sur cette sphère-là pour libérer les mémoires. Est-ce que vous acceptez de nous raconter un petit peu quels étaient mes traumatismes, ces traumas ? Alors déjà, j'ai vécu dans un milieu militaire, parce que mon père travaillait en gendarmerie. Et et ma mère, ils sont toujours vivants, mes parents, ma mère infirmière. Donc 2 parents qui symbolisent la protection et une certaine autorité aussi. Oui, l'autorité, la protection, puis la santé, tout ça. Et donc, à travers mon père, à travers son métier, on a été amené à déménager très souvent. Donc, quand on est petit, on ne se rend pas compte un petit peu de toutes les fractures que ça peut faire. Mais au fil du temps, tous ces déménagements, moi, ça m'a déstabilisée parce que je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais aucun ancrage. J'avais l'impression d'être comme un navire sans gouvernail et qu'un coup, j'étais à droite, à gauche. Et ce qui fait que j'ai développé une espèce d'attitude de dire je m'accroche pas parce que je vais perdre derrière. Je vais perdre les gens que j'aime, je vais encore changer de lieu, changer d'école, je vais perdre tous les copains, toutes les copines. Donc, à un moment donné, je me suis mis une espèce de protection pour me dire t'attaches plus. Et à l'adolescence, ça a été vraiment difficile parce que pour la première fois, là on va arriver sur la zone un petit peu sensible pour moi. Je suis désolée si j'ai une émotion qui monte. Je vous en prie. Mais à l'adolescence, pour la première fois, on était installés dans un endroit. Et là, je me fais une amie, c'était ma première amie. Elle s'appelait Anne. Et c'est avec elle que j'ai fait toutes mes premières fois. Première cigarette, premier baiser avec un garçon. Première fois où on s'échappait un petit peu de la maison pour aller en ville sans l'autorisation des parents, tout ça. Nos premières musiques. C'est la première fois que j'avais une amie. Et cette amie-là, elle a été assassinée, en fait. Et ce qui a été super difficile pour moi, c'est que j'ai alerté mes parents pendant des années, des mois, pour leur dire « Anne va pas bien, il va arriver quelque chose. Je vous jure que là, elle est en danger. » Et en fait, je me suis pas sentie entendue par mes parents. Et puis un jour... j'étais dans ma chambre et j'entends mon père rentrer. J'entends un drôle... c'était pas le bruit, c'est pas habituel. Puis je me dis, tiens, c'est bizarre. J'entends causer mes parents, et je sentais mais je savais pas au départ que c'était... Énergétiquement, j'étais capable de sentir des choses. Là, je sentais qu'il y avait une ambiance particulière. Je l'entends frapper à la porte de ma chambre. Et puis... il ouvre la porte, il me dit « On a retrouvé Anne. » Alors moi, je dis « Ah ouais, c'est super, elle était où ?» Parce qu'elle avait disparu depuis plusieurs jours. Et là, il me dit « On a retrouvé juste un bout de mâchoire et un bout de poumon dans une partie de son blouson qui s'est bloqué dans une... » Parce qu'en fait, il y a la Seine qui passait au pied de l'endroit où on habitait. Et en fait, il y avait une grille
comme une espèce de déversoir en fait. Et ils ont retrouvé là un morceau de blouson avec un morceau de mâchoire et poumon. Et comme elle avait des soins d'orthodontie, elle a été identifiée comme ça. Et là, moi, ça m'a fracturée. Ça m'a détruite de l'intérieur parce que j'en ai voulu pendant des années à mes parents de dire mais je vous ai alerté, je vous ai dit qu'Anne, elle était en danger, je vous ai dit qu'elle était suivie parce qu'en fait, pour comprendre un petit peu son histoire, donc elle était violée régulièrement par son beau-père. Et moi, je le disais à mes parents, je vous dis qu'Anne, elle est violée par son beau-père, mais faites quelque chose, quoi. Et il me dit, elle a son père, elle a sa mère, c'est pas à nous de gérer ça. Et puis un jour, sa mère, elle est partie habiter dans le nord de la France. Elle a placé Anne dans un foyer. Et moi, je voyais Anne, quand j'allais la chercher pour aller à l'école, je la voyais avec plein de suçons sur le cou. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle s'échappait, elle fuguait le soir du foyer. Elle allait s'alcooliser avec des gens qu'elle rencontrait. Et puis, il se passait ce qui se passait, quoi. Elle a vécu différentes agressions et tout ça. Des mauvaises rencontres aussi avec la drogue. Et puis, à un moment, on a su que, voilà, elle avait été violée une dernière fois par son beau-père et on l'a retrouvée dans ce fameux canal. Donc, moi, ça a été traumatique parce que, déjà, j'avais perdu mon ami, assassiné. Et puis, vraiment une très grosse colère contre mes parents parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, j'ai un père gendarme, une mère infirmière et il n'y a personne qui l'a sauvé, quoi. Et en fait, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, avec tout le travail que j'ai fait, puis d'en avoir reparlé à mes parents, parce que j'avais complètement occulté, en fait, le fait qu'ils avaient pu faire quelque chose. Pour moi, dans mon souvenir, c'était juste, ils n'ont rien fait. Et en fait, maman m'a dit, il n'y a pas longtemps, mais nous, ce qu'on voulait, c'était te protéger d'elle, parce qu'on savait qu'elle avait des mauvaises fréquentations, on avait peur que tu bascules dans la drogue, on avait peur que tu fasses des bêtises aussi, quoi. Et moi, dans mon esprit, c'était, ils ne l'ont pas protégée. Donc ça a été super compliqué. Donc déjà, tous ces abandons de domicile, de copains, tout ça, cette amie que j'ai perdue, j'ai ma grand-mère aussi qui s'est suicidée, qu'on a retrouvée aussi dans la rivière. Et là, ça a été très compliqué pour moi aussi, parce qu'à l'époque, j'étais interne à Bar-sur-Aube. J'étais à l'internat et je ne savais pas du tout ce qui se tramait. Je me souviens juste que j'étais allée la voir le samedi, et, parce que c'était vraiment la grand-mère gâteau, vraiment une grand-mère adorable. Et puis, souvent, elle me le disait, ma grand-mère, elle disait, tu sais, un jour, je me foutrai à l'eau. Puis je disais, mais non, ma mère, tu vas pas faire ça, on t'aime, il y a tout le monde autour de toi, tu vas pas faire ça. Et puis, un samedi, je vais la voir, comme j'avais l'habitude d'y aller tous les week-ends. Et puis, je discute avec elle, tout ça. Puis, elle me dit, tu sais, je vais finir par me foutre à l'eau. Puis, je dis, ben non, ma mère, tu vas pas faire ça. Et puis, je lui dis, écoute, je te laisse parce que cet après-midi, je dois aider les copains. On fait une fête le soir, le samedi soir, et donc je dois aider à la préparation. Et peu de temps après, elle est allée se mettre à l'eau. Et là, j'ai super culpabilisé parce que je me suis dit, si ça se trouve, si je l'avais pas quittée cet après-midi-là, peut-être qu'elle se serait pas suicidée. Donc, vous aviez prévenu là aussi? Ouais. Et grosse culpabilité de me dire, mais si j'étais peut-être restée 1 heure de plus ou autre, peut-être qu'elle n'aurait pas fait ce geste-là. Et puis donc, ça a été vraiment aussi un gros traumatisme, ça. Mais c'est quand même étrange, ces deux histoires, il y a des liens. Il y a des similitudes entre ces deux histoires. Ouais. Ces deux histoires sont évidemment deux personnes, femmes, qui sont très proches de vous. Une où vous prévenez vos parents, l'autre où vous prévenez aussi qu'il y a la possibilité d'eux. Les deux passent à l'acte. Et les deux, évidemment, se retrouvent dans cette situation dramatique. Ça veut dire que le sentiment de culpabilité, d'impuissance énorme que vous avez ressenti, on le comprend aisément, en fait. Énorme, énormissime. Et ça, il y a un engrammage direct. Ah ça c'est sûr. Hein. Et ça fait mal dans le corps. Hein. C'est sûr et certain. C'est d'une violence
incommensurable. Hein. Et ça commence à... Donc, vous étiez relativement jeune, en Ouais. plus de ça, quand tout ça arrive. Ouais. Ce qui fait que votre cheminement de femme fait que vous vivez avec ça. Ah bah oui. Et puis je me suis mis des carapaces pour plus souffrir. Et Exactement. puis je suis partie aussi avec l'idée que on m'entend pas dans ce que je dis, dans ce que je peux alerter. Et puis j'avais pas conscience, moi, en plus, que je percevais des choses. Donc j'alertais. Puis après on me disait mais non, tu racontes que des conneries. Mais c'est n'importe quoi. Donc, il y a un moment donné, j'ai perdu confiance aussi dans mes perceptions. Donc, je me suis dit, c'est tout, c'est les autres qui ont raison. Et puis, donc, c'est moi qui voilà, c'est extrapole. moi qui fabule un peu. Ouais, c'est ça, et donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté de dire et j'ai tout gardé à l'intérieur. Jusqu'au moment Tout. où votre corps dit stop. A dit stop. Donc, j'avais mes 2 enfants et je comprenais pas. Je me souviens juste d'une fois où j'étais assise sur les marches de la maison. Et j'ai senti comme un courant électrique me traverser. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc. Puis j'ai senti vraiment comme si j'étais saoule. Et puis après, ça a passé. Et je me demande si cette sensation-là, ça n'a pas été le point de départ d'une rupture intérieure. Et après, voilà, mon corps a commencé à m'envoyer des douleurs dans les genoux, dans les jambes, dans le dos, les hanches, enfin les points habituels. Et puis je sentais bien que je commençais à avoir des sautes d'humeur. J'avais mon humeur qui variait. Un coup, j'étais bien, un coup, j'étais pas bien. Et c'était vraiment les montagnes russes. Et après, j'ai été de plus en plus douloureuse jusqu'à des moments où je pouvais même plus marcher. Dans votre malheur, ce qui vous sauve, c'est la prise de conscience. Oui. Vous prenez conscience qu'à un moment donné, c'est presque une question de survie, quoi. C'est ça. Et donc, vous allez vous prendre en main. Oui. Et vous allez faire tout le cursus dont vous avez parlé avant. Mais dans ces premières séances d'hypnose que vous suggère une amie, Oui. que vous disent ces séances d'hypnose? Qu'est-ce que vous allez revivre? Vous revivez ces situations? Alors, j'ai pas revécu les situations. Ce qui a été magique pour moi, c'est que grâce à l'hypnose, j'ai pris conscience que j'avais du potentiel, que je pouvais modifier l'information qui était engrammée à l'intérieur de moi. Et vraiment ça, je me suis dit, waouh, elle est en train de me dire qu'il n'y a rien qui est figé à vie et que je peux modifier l'information de mon corps et dans mon cerveau. Si je modifie l'information dans mon cerveau, mon corps, il va suivre et vice-versa. Et quand elle m'a appris l'auto-hypnose et que je me suis dit, oui, en séance, je sens bien quand même que là, elle est en train de, quand elle me dit de penser à un souvenir agréable ou d'imaginer que j'ai de la chaleur qui circule dans mon corps ou de la douceur, que le message douloureux est moins présent, voire plus présent, là, je me suis dit, c'est quand même une preuve concrète que je peux modifier l'information. Et à partir de là, je n'ai eu de cesse que de modifier l'information coûte que coûte, parce qu'il faut rappeler quand même que je travaillais. J'avais un crédit de maison sur le dos. Des obligations, bien sûr. Des obligations. Et puis, j'avais que 30 ans, quoi. J'allais pas me sacrifier à 30 ans. C'est pas possible, parce que je suis une amoureuse de la vie. J'adore voyager, j'adore les rencontres, j'adore les partages. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je peux pas mourir maintenant. C'est pas possible. Enfin, mourir symboliquement. Oui, bien sûr. Même, oui. Et je me suis dit, c'est pas possible. Faut que j'œuvre. Et puis, de là, j'ai mené d'ailleurs, ma famille n'a pas compris, en fait, cette boulimie de recherche. De recherche. Bien sûr, et d'apprentissage, voilà, d'enseignement. De formation. On on me disait, mais t'es tout le temps en thérapie, t'es tout le temps ci, ça. Bien sûr. Mais ils n'ont pas compris que pour moi, c'était une survie. Je voulais retrouver une autonomie. Là encore, c'est-à-dire que même dans votre cursus d'apprentissage, de cette volonté de vous en sortir, vous n'êtes pas encore en comprise. Non, mais même encore aujourd'hui. Vous n'étiez pas comprise avec votre meilleure amie, vous n'étiez pas comprise avec votre grand-mère, vous n'êtes pas comprise. Et même encore maintenant. Sur ce cheminement de survie, et même encore maintenant. Même encore maintenant. Il y a... Pourtant, les gens voient bien que vous allez bien. Oui, mais quand même. J'ai l'impression d'être des fois invisible. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai dit, tiens, j'ai 2 événements là qui viennent, dont le vôtre.
Et j'ai dit, waouh, c'est quand même, je suis super contente quand même de vivre ces expériences. Et il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit, mais t'apprendras l'humilité, ma fille. C'est-à-dire qu'eux considèrent que le fait que vous veniez vous installer là et parler de votre vie, de votre parcours et de et de l'accompagnement que vous proposez, c'est faire preuve d'un manque d'humilité. J'en ai déduit, c'est ce qu'on m'a dit. Tu devrais faire preuve d'humilité, ma fille. Ça m'a blessée. Et puis après, j'ai dit, mais non, ça, c'est la petite fille en toi qui est blessée, qui attend encore de la reconnaissance. Voilà, fais un pas de côté, prends de la hauteur et vis les choses pour toi. Maintenant, il est temps. Parce que longtemps, justement, j'ai vécu un petit peu dans le regard des autres. Et maintenant, de plus en plus, je suis sortie de ça pour vraiment être de plus en plus dans ma vérité, quoi, en fait. Mais ça veut dire aujourd'hui que malgré le travail que vous faites et le cheminement que vous faites, il y a encore des zones, pas d'ombre, mais en tout cas on peut vous atteindre encore sur des phrases comme ça, alors que vous pourriez balayer ça d'un revers de la main en disant c'est du passé maintenant, dites ce que vous voulez, je m'en fous. Alors, j'ai cette pensée, effectivement, que dites ce que vous voulez, je m'en fous, mais il y a encore des petits moments où ça vient me chercher. Comme là, tu manques d'humilité, ma fille, j'avoue que ça m'a... Mais sauf que maintenant, j'ai la capacité à me dire... de prendre de la hauteur, de me dissocier de la phrase et de la prendre comme elle est et de me dire, là, c'est la petite Géraldine qui est encore une petite zone de fragilité encore chez la petite Géraldine, mais l'adulte, elle sait qu'elle n'a pas besoin de ça. Donc, j'arrive maintenant à prendre suffisamment de distance pour pouvoir gérer ces petites phrases-là, quoi. Alors, puisque vous êtes enseignante en hypnose et que votre spécialité, c'est évidemment les traumas, il faut aller rechercher ça. Oui. C'est-à-dire que ce petit truc qui reste là, ce petit reliquat... Mais j'y vais Il faut aller le chercher. J'y vais encore. Oui, je cherche encore à pacifier tout ça, à éteindre toutes les petites alarmes qui peuvent être encore actives. J'œuvre encore aujourd'hui. Mais la Géraldine d'aujourd'hui, là, que vous avez là sur le canapé, par rapport à la Géraldine d'il y a 10 ans, mais il y a un monde qui me sépare. J'ai fait un travail. Enfin, moi, quand je regarde dans mon rétroviseur, je me dis waouh! Il y a eu du chemin. Quand je vois d'où je pars et que la personne que je suis aujourd'hui, j'ose dire aujourd'hui, et ça c'est nouveau, je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours. J'ai mis un rouleau compresseur en route. D'ailleurs, on me l'a reproché. Certaines personnes de ma famille m'ont dit « Mais t'as tout écrasé sur ton passage ». Je dis « Non, j'ai rien écrasé. Ni personne, ni quoi que ce soit. J'ai simplement assuré ma survie. » Bien sûr. Vous étiez en mode survie. Mais sauf que le fait que je change, parce qu'avec tout mon circuit de formation, j'ai vraiment beaucoup changé. Et c'est sûr que je peux comprendre que ma famille n'avait plus les repères d'avant, puisque c'était plus la même Géraldine qu'ils avaient en face. Et un jour, j'ai dit, mais vous préférez l'ancienne version en étant malheureuse, vous préférez me voir une Géraldine... qui a évolué. Qui a évolué et qui est bien. Bien sûr. Enfin, ça tombe sous le sens. Donc, en fait, je suis partie de ma propre histoire de vie, de tous mes traumas, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, encore une fois, dans toutes les dimensions, spirituelles, chamaniques, physiques, émotionnelles et tout. Puis je me suis formée pour comprendre un petit peu tous les outils et tout ce qui m'avait été apporté. Donc, je suis allée me former donc, en hypnose, en PNL, beaucoup sur le trauma. Je suis allée aussi me former sur la douleur, en énergétique, en chamanisme. Et à un moment donné, j'ai extrait en fait tout le meilleur des formations, enfin, selon mon regard. J'ai extrait le meilleur de tous ces enseignements pour créer une méthode qui s'appelle la méthode SEMA, pour accompagner en fait toutes les personnes qui souffrent de traumatisme. SEMA, ça veut dire ? Alors SEMA, c'est A comme accompagnement du corps, de l'esprit et du mental. C'est accompagner le trauma dans toute sa dimension. Et aujourd'hui, je suis à plus de 25 000 personnes accompagnées. Et au départ, en fait, pour créer SEMA, donc, comme je le disais, j'ai pris le meilleur de ce qui a marché pour vous. De ce qui a marché pour moi. J'ai créé SEMA et j'ai commencé donc, à expérimenter cette méthode sur des militaires
qui revenaient d'opérations extérieures, parce que j'avais l'opportunité d'avoir accès à ces personnes-là. Mais avant de l'utiliser, comme je travaillais en psychiatrie, donc j'ai gardé mon réseau de psychiatres et psychologues avec qui je continue de travailler avec eux. Je collabore vraiment avec eux. Et donc, je suis allée voir un psychiatre et un psychologue que je connaissais bien. Je leur dis, voilà SEMA, voilà ce qu'il y a derrière. Dites-moi si je peux faire du mal, si je peux réactiver des choses qu'il ne faut pas. Est-ce que la pratique est sécure ? Et quand ils m'ont confirmé ça, je me suis dit, allez, on y va, on expérimente. Et puis, en fait, ça fonctionne. Alors, j'ai rien inventé, mais j'ai juste pris le meilleur pour créer SEMA. Et en fait, c'est désactiver Donc, ce qui change, en fait, avec SEMA, c'est je ne rentre pas dans le discours traumatique. J'ai pas besoin de connaître l'histoire traumatique de la personne. J'ai juste à identifier les déclencheurs qui sont encore actifs et de dissocier les déclencheurs de la charge émotionnelle. Mais pour identifier le déclencheur, il faut connaître le trauma. Alors, j'ai pas besoin de connaître les détails, en fait, parce que en fait, on sait que le cerveau, il encode l'information avec les 5 sens, tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, et puis avec ça, il associe une émotion. Et c'est ça qui fait en fait le lien traumatique, c'est l'association des déclencheurs avec l'émotionnel. Et quand on casse en fait la structure de tout ça, le trauma, il est déjà largement, il perd largement de sa puissance. Donc, et c'est en ça que ça fonctionne en fait. C'est que quand la personne, elle me raconte un petit peu son histoire, mais je veux pas trop de détails parce que justement, je veux pas prendre le risque de lui faire revivre son trauma. Et j'ai pas besoin en fait de l'histoire traumatique. C'est juste que la façon dont elle parle du peu d'éléments qu'elle me donne, c'est comme une formule mathématique en fait. Et j'observe comment la formule mathématique, elle s'est encodée et j'observe où est-ce qu'il y a le bug. Et en fait, je change les pièces de façon à désactiver les alarmes, travailler sur la charge émotionnelle et rapidement, ça casse la structure du trauma. Et c'est ramener aussi la personne dans l'ici et maintenant. Parce qu'au niveau émotionnel, c'est comme si en fait il y a une partie d'elle qui est restée figée dans le passé. Donc c'est déjà de créer un cadre sécure quand elle vient me voir. Voilà, je suis la garante de sa sécurité. Donc, et je leur dis, je vais vous empêcher de revivre votre trauma. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous l'avez déjà vécu. C'est pas la peine de le revivre une deuxième fois, parce qu'en plus, la personne, plus on va raconter le trauma, en fait, plus elle va rajouter des éléments. Et moi, je veux pas de ça. Et du coup, je la ramène dans l'ici et maintenant, et on casse la structure. Et puis, une chose importante, c'est qu'aussi, on redonne un autre sens à l'expérience traumatique. Et quand on a mis tout ça, en une séance, déjà, la personne, elle retrouve du confort. Donc, elle est en état modifié de conscience ? Pas forcément. Pas forcément. Je ne passe pas en systématique par l'hypnose. Si j'utilise l'hypnose dans la méthode SEMA, c'est en fait de l'hypnose conversationnelle. Mais je ne lui fais pas fermer les yeux et glisser dans un état hypnotique profond. Non, je veux qu'elle soit actrice justement de ces désactivations, d'éteindre en fait toutes les alarmes. Ça aussi, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que l'hypnose... Alors évidemment, hypnose conversationnelle ou autre, mais hypnose, état modifié de conscience, et effectivement, on revit parfois certaines situations ou certaines séances de vie. Ouais, et là, justement, je les empêche. Je ne veux surtout pas qu'elles revivent le trauma, mais on va désactiver, admettons, par exemple, ça va être une personne qui a eu un accident de voiture, et puis, je vais vous prendre typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance d'une personne qui a eu un accident de voiture. Donc, on a désactivé en fait le visuel, la voiture qui lui fonce dedans. On a désactivé l'auditif parce que le bruit de la tôle, la sensation aussi de crispation quand il y a eu le choc. Et puis, la personne auquel elle ne pouvait plus du tout conduire. Donc, on fait déjà une première séance et elle me dit, je peux rouler sur les départementales et les nationales, mais elle me dit, sur les autoroutes, je ne peux toujours pas. Je dis, ça veut dire qu'il y a encore un déclencheur qui est actif quelque part. Donc, elle revient
Et puis je lui dis, exceptionnellement, vous allez me donner l'histoire, maintenant qu'elle était suffisamment forte et qu'il y avait plein de choses de désactivées. Je pouvais lui demander de me raconter un petit peu son accident. Et en fait, elle avait omis, puis moi je n'ai pas demandé non plus, que quand en fait l'airbag s'est déclenché, ça a fait un gaz, en fait. Et donc il y avait un déclencheur olfactif. Et quand on a désactivé ça, ça a été terminé, elle a pu reconduire. Donc c'est ça qui est étonnant, et les gens me le disent, c'est étonnant votre méthode parce que justement ils ont peur quand ils viennent travailler un peu sur leur trauma de replonger dedans et de revivre. Et là je leur dis mais non justement, j'ai pas besoin d'avoir votre histoire traumatique, j'ai juste besoin de comprendre c'est quoi le déclencheur qui s'est mis en route et quelle émotion vous avez associée à ça. La plupart des gens qui viennent vous voir, les traumas sont de quel ordre ? Alors, beaucoup de femmes qui ont été agressées, attouchement, viol, beaucoup. Après, ça peut être tout ce qui est accident et les deuils traumatiques aussi. Et il y a une fois, j'ai accompagné une jeune fille. Alors, elle est arrivée avec la cagoule sur la tête. Enfin, la capuche sur la tête. Puis vraiment une fille très fermée. Et quand je suis allée la chercher dans la salle d'attente, je voyais bien qu'elle était agitée, qu'elle avait peur et tout. Et c'était pas possible de rentrer en communication avec elle. Donc je l'installe sur le fauteuil, et puis toujours en position comme ça, dans sa bulle. Et je suis pas rentrée en contact verbal avec elle. J'ai pris le temps de me synchroniser avec elle, c'est-à-dire d'adopter la même attitude qu'elle. Donc j'ai fait comme ça. Je ne l'ai pas du tout regardée. Et j'ai vraiment adopté le même enfermement qu'elle. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à changer ma respiration, mon attitude intérieure. Et c'est comme si, en fait, je l'invitais sans le verbal, avec l'intention, je l'invitais à être plus à l'aise, plus en confiance et à s'ouvrir tout doucement. Donc on est parti vraiment d'une posture très prostrée et tout doucement, tout tranquillement, tout en activant ma respiration, j'ai commencé à me le relever à moitié et puis j'ai vu qu'à un moment donné, elle a commencé à se le relever. Puis j'ai continué tout doucement, toujours sans la regarder. Et puis à un moment donné, quand j'ai senti se redresser, je me suis redressée complètement et là il y a eu une connexion au niveau des yeux. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné, on va pouvoir travailler son trauma. Et quand je lui ai dit, mais en quoi je peux vous accompagner ? Elle m'a juste répondu, je ne peux pas vous le dire, c'est trop difficile. Donc du coup, je me suis dit, il y a un gros trauma qui traîne, qui est présent. Et donc j'ai utilisé la méthode SEMA, sans avoir aucune information. Donc je suis allée chercher tout ce qu'on peut s'imaginer comme déclencheur visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, les émotions. Je suis partie à l'aveugle, j'ai balayé tout ça. J'ai fait 2 tours, parce qu'on peut faire soit un passage complet, un deuxième passage. Et là, la personne, c'est comme si elle était revenue, en fait, elle était sortie de son état de sidération et qu'elle était revenue à la vie. Et après, elle m'a raconté son histoire. Et quand elle est sortie, elle me dit « Mais j'aurais cru que j'aurais pu me sentir aussi bien après une séance. » Et vraiment, ça a été une séance pleine d'émotions parce que je me suis dit, on est parti d'un état de sidération, une personne complètement coupée, prostrée. Et qui est revenue à la vie. Et ça, c'était juste magique. Et c'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est pas moi en tant que Géraldine à me glorifier, à me dire c'est moi qui ai fait le boulot. C'est de voir tous ces gens, leur capacité à sortir, à mettre tout en œuvre pour revenir à la vie, pour sortir de cet état traumatique. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, parce qu'on m'a dit, ça fait 2 ans qu'on me dit, mais Géraldine, mais racontez tout ça. Toutes ces personnes que vous avez accompagnées et qui sont sorties grâce à la méthode SEMA, mais je leur disais, mais qui je suis, moi, pour écrire un bouquin, franchement. Mais il m'a dit, mais si, parce que les femmes ont besoin de savoir qu'il y a moyen de se sortir d'un viol ou d'un gros traumatisme. Et puis, du coup, je me suis mis à écrire, à raconter les histoires.
Et puis là, voilà, mon livre, il est quasi terminé. Là, il est à la relecture, ouais. Et puis on verra. Et donc, tout ça pour dire que je l'ai appelé Les astucieuses survivantes. Parce que c'est vraiment ça que je pense du fond du cœur, que toutes ces personnes qui sont traumatisées, elles sont quand même des astucieuses survivantes pour arriver à continuer à vivre leur vie avec tous ces bagages, quoi. Et ça m'émeut profondément, de me dire, waouh, quand il y a des personnes qui me racontent leur vie, mais je dis, mais comment elles arrivent à être encore debout avec toutes ces histoires traumatiques. Ce qu'on appelle la résilience. Ouais, et je me dis, waouh, des astucieuses survivantes, et de les amener à prendre conscience, en fait, de sortir du statut de victime dans lequel elles croient qu'elles sont victimes. Et moi, je les amène en donnant un autre sens à l'expérience, à leur dire, mais non, dans cette situation difficile, vous avez fait exactement ce qu'il fallait, vous avez mis en œuvre votre système de survie pour préserver la vie. Et la preuve, vous êtes devant moi là aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous avez réussi. C'était pas confortable, ok, mais la seule chose que vous avez fait, c'est de préserver votre vie. Alors bravo pour ça. Non seulement bravo, après la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une fois que vous avez travaillé sur ce trauma, donc identifié, réglé, c'est peut-être pas le bon mot. Non, c'est pas le bon mot, régler, c'est parce qu'un trauma, on peut pas l'effacer de l'histoire de vie de la personne. Hein, c'est une ligne dans un livre. Simplement, on désactive toute la charge émotionnelle et tous les déclencheurs liés à cette histoire. Et ça, c'est définitif ? Alors, la plupart du temps, oui. Mais après, je ne peux pas vous garantir à 100% que pour chaque personne, c'est à jamais terminé. Si ce n'est pas du définitif, ça permet quand même à la personne de vivre sa vie d'une autre façon. De ne plus avoir ces déclencheurs qui se réactivent aussi souvent, aussi intensément. Mais en l'occurrence, chez vous, ce syndrome de la légitimité, il est encore à travailler pour le coup. Ah ben, c'est sûr, mais vous savez, alors... Ma mère est au courant, hein, je vais parler un petit peu d'elle, mais à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, un petit peu avant 18 ans, ma mère, elle ne me voyait jamais travailler puisqu'elle travaillait la nuit et donc la journée, elle dormait. Donc elle ne me voyait pas travailler. Et puis, je n'avais pas perçu à l'époque aussi que voilà, j'avais des capacités un petit peu... Et quand j'ai eu mon bac, moi j'arrive, maman, j'ai mon bac, j'étais tellement contente et fière de moi. Et ma mère, elle me dit, c'est scandaleux. C'est scandaleux de réussir. Parce que tu n'as rien fait de ton année scolaire. Ouais. J'en étais sûr. Et alors ça m'a... C'est incroyable quand même. Ça m'a effondré complètement. Mais entre ma fille, fait preuve un peu d'humilité et ça, entre autres... C'est quand même... Ah ben, j'ai reçu quelques coups... C'est lourd. Donc, vous arrivez devant votre mère et vous lui dites « j'ai mon bac ». Et là, c'est scandaleux de réussir. Et là, je me suis mis, ça m'a fracturé une nouvelle fois. Et après, maintenant, je suis une bosseuse. Vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que je peux bosser. C'est comme s'il y avait encore une partie de moi qu'il prouve que pour réussir, il faut bosser. Alors, beaucoup moins, là, depuis 2 ans. Parce que je travaille dessus, mais j'ai encore, il faut que je bosse, il faut prouver quand même que... C'est fou, nous avons ce point commun. C'est terrible. Nous avons ce point commun. Je m'épuise toute seule des fois. Alors je suis passionnée par ce que je fais. Tu sais, je dis souvent, je m'auto-soule. Je m'auto-soule. Vous faites de l'auto-hypnose, moi je me fais de l'auto-soule, c'est-à-dire je m'auto-fatigue. Mais je comprends complètement cet état d'esprit. Et en même temps, je suis passionnée aussi par ce que je fais, parce que j'aime faire de la consultation, parce que je garde un pied quand même dans la consultation, parce que j'aime accompagner, j'aime écouter ces histoires de vie, et puis encore une fois, de voir dans les yeux des gens ce moment où, pouf, ça bascule et qu'ils reviennent. Waouh, c'est... Est-ce que vous aimez écouter les histoires de vie des autres parce que ça vous conforte dans l'idée de vous dire que la vôtre n'est pas si dure que ça ? Non, je pense pas. Ce qui me passionne dans l'histoire des gens, c'est de voir leur capacité à rester en vie et d'entendre toutes les stratégies conscientes et inconscientes qui se mettent en place pour préserver la vie. Ça me passionne, ça. De me dire, waouh,
C'est incroyable, cette personne. J'ai un monsieur, par exemple, alors ça m'a fait rire intérieurement. Lui, pour préserver, pour pas basculer dans des émotions difficiles, il se promène toujours avec un petit pot de moutarde forte dans sa veste. Non mais... Et dès qu'il sent... ouais, c'est marrant. Dès qu'il sent que... Parce qu'il est en fait... Il a peur du sang, il a peur des prises de sang. Et comme il a des problèmes de santé, évidemment, il doit avoir des soins. Et il me dit, quand j'ai peur de tomber dans les pommes ou qu'on va me dire prise de sang, aiguille, il a son petit pot de moutarde qui sort. Et puis hop, il sniffe sa moutarde et hop, ça lui permet de passer à autre chose. Non mais... Et c'est tout ça qui me... Incroyable, cette histoire. Oui. Et alors, est-ce que lui, donc, vous lui avez fait la méthode SEMA, est-ce qu'elle révelle le pourquoi de la moutarde? Alors, en fait, elle révèle de la... Non, c'est juste que, comme il dit, parce que je lui ai demandé quand même, parce que comme c'est de la moutarde forte, ça pique quand même, et puis ça fait un truc au niveau du cerveau, quoi, ça... Et ben c'est ça c'est comme si ça le sortait un petit peu de son état de sidération, là, Oui, de peur. Ouais. Donc, incroyable cette histoire. C'est fou quand même. Un petit pot de moutarde, il me l'a montré. Ouais. Extraordinaire. C'est la première fois que j'entendais un truc pareil. Oui, mais ça, c'est fou, ça. Donc, c'est ça qui est intéressant dans toutes ces histoires, de voir un peu les stratégies que les gens y mettent en place pour comme je dis, pour préserver la vie. Moi, ça me fascine, tout ça. J'adore écouter ces histoires-là, pas par curiosité, mais pour comprendre un petit peu tous les schémas, les pensées, les croyances, les comportements qu'ils ont pu mettre en place pour arriver à continuer à vivre dans ces histoires difficiles. J'ai une jeune fille là qui est venue il n'y a pas longtemps, une lycéenne. À 7h du matin, il faisait encore nuit, c'était l'hiver. Son père, il lui dit « Va chercher le pain ». Et elle dit « Non, je veux pas y aller. Je sais pas pourquoi, mais je veux pas aller chercher le pain ». Puis son père dit « Si, tu vas chercher le pain, je te dis, tu vas m'écouter, tu vas chercher le pain ». Donc la gamine, elle s'habille, elle va chercher le pain et elle fait une mauvaise rencontre. Sur le trajet du pain, elle se fait violer. Et quand elle rentre, elle était bien sûr à moitié habillée, les cheveux tout ébouriffés, puis vraiment, émotionnellement, ça se voyait sur son visage. Et quand elle est rentrée, elle s'est fait engueuler par son père, parce que dit « Ouais, regarde-moi ça, t'aurais pu quand même te coiffer avant de sortir comme ça ». À 17 ans. Si ça, c'est pas un trauma derrière. Et elle n'a jamais pu dire à son père qu'elle s'était fait violer. Elle n'a pas pu lui dire. Ah ouais. Non. En plus, donc c'est resté un secret de famille. Ouais. Bon, donc et pourtant, elle a trouvé des stratégies pour pouvoir continuer sa vie, quoi. Et donc, c'est fou quand même. Et donc, elle vous consulte? Elle me consulte pour qu'on puisse aller revisiter cet événement-là, quoi, pour travailler ce trauma. Ouais. Bah oui, parce que derrière, ça, du coup, plus confiance aux hommes. Bien sûr. Difficile pour eux construire une histoire amoureuse. Et puis surtout que les premières relations sexuelles ont été compliquées. Évidemment. Donc, ce qui a été intéressant avec Sema aussi, c'est que je l'ai ramenée dans son corps et je lui ai demandé d'aller faire comme si elle était dans sa partie intime. Et donc, on a interrogé sa partie intime, en fait, pour savoir un petit peu c'était quoi la douleur. Enfin, c'était quoi le caillou dans la chaussure qu'il fallait retirer. Et du coup, au moment où on désactivait, en fait, la sensation qu'elle a eue quand elle s'est fait agresser, elle dit, c'est comme si... Je lui dis, c'est comment dans votre corps maintenant? Et elle me dit, écoutez, c'est comme si j'avais une porte blindée dans mon intimité et que plus on travaille, là, plus on désactive, plus cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Et à un moment donné, quand on a fini la séance, elle me dit, ça y est, la porte, elle est ouverte. Elle dit, je pense que maintenant, je vais pouvoir me laisser aller. C'est beau, je trouve. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est beau.
Donc cette méthode SEMA, alors évidemment, on a envie de vous demander si on peut vous consulter à distance aussi Oui, ou pas? oui, On peut oui, faire tout ça présentiel ou à distance. Oui, oui, Présentiel, on peut donc le faire faut à aller à 3. distance. Faut aller à 3, manger Ouais. les andouillettes. Notre belle ville, ouais, Ah, des bien sûr, andouillettes au les chaours. andouillettes, bah, évidemment, les andouillettes de 3 avec les 3 A. Bah, Non, 5. les 5 A. Les Ah, il y a 5 A maintenant. Et puis le chaours, notre fameux fromage, il n'y a Magnifique. pas que celui-ci, mais entre autres. Cité médiévale. Bon, non, mais c'est passionnant parce que, encore une fois, tous ceux qui viennent s'installer sur ces canapés, on se pose souvent la question de la légitimité. Et alors, on en revient encore, Ouais. toujours pareil. Vous avez cette légitimité. Et vous avez non seulement la légitimité et l'humilité. Donc, vous pourrez dire à la personne qui vous a dit « ma fille a fait preuve d'humilité », que vous avez cette humilité-là, vous avez ce recul et vous avez cette intelligence de cœur qui fait que vous pouvez effectivement entendre les histoires, les récits de ceux Ouais. qui vous consultent. C'est pour Donc, ça que bravo. je me dis que, bah merci, c'est gentil. C'est pour ça que je me dis finalement, quand avec beaucoup de travail, on est d'accord. Maintenant, je me dis, bah, grâce à ça, à tous mes traumas, j'ai probablement développé cette sensibilité, cette écoute. Et je sens bien hein, que quand j'ai la personne en face de moi, de corps à corps, je sens l'information. Donc après, je vais poser 2-3 questions pour vérifier. Mais cette sensibilité, elle m'est vraiment utile. Ça me permet aussi de rentrer en contact. Mais cette sensibilité dont vous parlez, vous avez évoqué d'ailleurs en début d'entretien, vous parliez d'une espèce d'intuition plus. Vous voyez ce que je veux dire? De ressenti. Ouais. C'est presque au travers d'une certaine médiumnité, quelque C'est part. ça, mais au départ, c'est pas ce que j'identifiais parce que j'y connaissais absolument rien. Mais c'est à force d'aller voir justement des thérapeutes, des énergéticiens, des médiums, tout ça, que je me suis dit, oh bah tiens, moi aussi j'entends des choses, moi aussi je vois des choses, moi aussi je perçois. Mais comme je me mets un garde-fou par rapport à tout ça, je reçois de l'information, mais comme j'ai pas de preuve réelle d'où ça vient, je mets toujours un petit garde-fou à me dire, ok, tu as une information qui vient, mais pose la question, n'en fais jamais une vérité absolue. Donc, c'est pour ça que des fois, quand en consultation, je vais dire, est-ce que ça vous parle si je vous dis ça ou ça mais je ne fais jamais de vérité absolue sur ce que je peux percevoir. De toute façon, c'est la personne qui a son histoire de vie. Moi, je ne sais rien. C'est elle qui sait tout. Hein. Vous n'êtes que le canal, ouais, le trait d'union. Et l'idée, c'est vraiment de l'amener, elle, à prendre conscience que, waouh, elle a un potentiel de fou et qu'elle l'a mis en œuvre pour préserver sa vie, quoi. Vous l'enseignez, la méthode SEMA? Alors, la méthode SEMA, je l'enseigne donc, dans notre institut de formation qui s'appelle INSEM. Hein, on est basé à Troyes. Et donc, je forme aussi bien des psychologues, des médecins, tout professionnels de l'accompagnement, des sophrologues. J'ai même des diététiciennes aussi qui viennent se former parce que, derrière les histoires de poids, on sait souvent qu'il y a du trauma. C'est sûr. Donc, ça peut être tout type de professionnels de l'accompagnement, en fait. Je forme à la méthode SEMA. Ouais. La méthode SEMA avec Géraldine Lejuge-Ardon. Vous allez, autour de cette vidéo, découvrir évidemment tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Géraldine. Le site internet, bien entendu, les consultations, que ce soit en présentiel ou en visuel. Qu'est-ce que vous aimeriez, pour terminer, que l'on retienne de vous, Géraldine? Que l'on retienne de moi de notre échange? Si toutes les personnes, s'il y en a encore qui ont des doutes quant à leur capacité à réécrire leur histoire pour mieux vivre, si je peux être un petit modèle pour leur montrer que c'est possible de sortir de tout ça, ça sera gagné. Parce que moi, mon idée, c'est vraiment de... Je suis pas du tout dans l'idée d'être dans la lumière et puis qu'on me dise Géraldine, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de dire qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et quelles que soient les histoires traumatiques, parce que, encore une fois, moi j'ai été agressée aussi dans un parking souterrain. Voilà, tout ce que j'ai dit, j'ai pu dire tout à l'heure. J'ai vécu du harcèlement aussi quand j'étais dans mon activité professionnelle à l'hôpital. Donc voilà, je sais ce que c'est, le trauma, mais je sais aussi que voilà, en levant certains blocages, on peut améliorer sa vie.
Merci beaucoup, Géraldine. Merci à vous, vraiment, j'ai passé un super moment. C'était passionnant. Juste une dernière question. L'internat, c'était Gaston Bachelard, Oui, que je connais si bien. oui. Oui, je ne suis pas resté longtemps. Oui, c'était Mais à l'époque, le- on avait fait la grève, le la lycée- loi de Vaquet, Bien sûr. sur les rails. Bah, bien sûr. Je l'ai faite aussi. C'est vrai? Bah, bien sûr. Mais si ça se trouve, on était ensemble. On ne savait pas pourquoi, mais Oui. on est descendu, évidemment. Et est-ce que vous êtes descendu au café Ah bah bien sûr, où on faisait des baby-foot? chez Tony. Bah, bien sûr. Bah oui, Incroyable. On devait y être, sans doute. Oui, On devait- certainement. certainement. Merci infiniment. merci à vous. Merci, c'était passionnant. Merci à tous. Vous allez évidemment commenter avec bienveillance, vous partagez. Prenez rendez-vous avec Géraldine. Suivez également toute l'actualité des événements qui sont proposés avec l'INSERM, évidemment, du côté de Troyes, parce qu'il y a des belles choses à venir, j'en suis convaincu. Et on aura sans doute des chemins à partager ensemble si l'idée vous séduit. Bah, On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.